Donc, ce matin, on a fait deux webinaires. Le premier avec la DGFiP qui nous a présenté, on va dire, la réforme dans ses grandes lignes. Et puis, on a enchaîné avec un exemple de plateforme qui était DocaPost, CRS de la Poste. Et puis, donc, cet après-midi, le souhait qu'on avait, c'est de voir un petit peu côté éditeur de logiciels comment ça se passe, avec un exemple d'éditeur qui est, je crois, parmi un des plus présents au niveau de nos entreprises, de nos TPE, hein, qui est EBP. Et puis on finira l'après-midi avec un acteur pardon, incontournable de nos entreprises, qui sont les comptables et les experts comptables. Donc avec une intervention de l'ordre également pour nous présenter un petit peu tout ça. Donc, voilà, la facturation électronique. Donc, avant qu'on laisse la parole à nos intervenants, le rappel sur la petite équipe régionale. Donc, Émilie dans le sud de la Côte d'Or, dans le sud de la région Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Thierry, et puis David, avec qui j'ai le plaisir de co-animer aujourd'hui ce webinaire. Donc, voilà, sur la petite équipe numérique que vous commencez à bien connaître. Et donc, comme on l'évoquait à l'instant, le petit tour de l'après-midi va être consacré côté éditeur de logiciels, comment va se présenter la facturation électronique, comment ça va se concrétiser matériellement, et puis quelles sont les précautions, les choses qu'on va avoir à faire, et puis voilà. Donc, j'arrête mon petit partage d'écran et je donne la parole à nos intervenants. Alors, ils sont nombreux autour de la table. Je ne sais pas qui s'y colle et qui commence. Ah, Stéphane? Nicolas était Mais, chaud mais- bouillant. merci Pascal, c'est moi qui vais commencer. Effectivement, c'est mon écran qui est partagé. Et ben déjà, merci beaucoup pour l'invitation. On a effectivement décidé de venir avec l'appui d'un partenaire local qui est Distrimatic, ici présent par Thierry Sardou, qui est le responsable commercial de Distrimatic. Je suis moi-même responsable commercial sur l'Est de la France pour EBP et les contacts avec les partenaires locaux dont Distrimatic fait partie. Et je suis avec Nicolas Debourg, qui est l'un de nos consultants seniors sur la solution, donc mon pendant technique. Senior, c'est à cause de l'âge ou c'est... Ah, pas du tout, Pascal, je vais avoir des problèmes si tu dis ça. C'est au contraire par sa grande expérience. Oui, donc l'âge, quoi. Donc là, Vous m'entendez bien Euh, en fait? Oui, nickel, on, Nicolas. on t'entend oui, alors très pardon, bien, Nicolas. Stéphane, je te coupe un tout petit peu. On a oublié de vous préciser, mais nos auditeurs, ils connaissent, et David fait bien de préciser le petit message. Si vous nous, on est en mode webinaire, hein, donc avec nos amis derrière les écrans. Donc micro et caméra sont évidemment coupés et vous avez le petit picto en bas QR, questions-réponses pour poser vos questions et puis on gérera ça avec toute l'équipe d'intervenants. Voilà. Pardon, pardon Stéphane. Alors, tout va bien. Je voulais simplement effectivement repréciser qui était EBP, qui a été racheté par le groupe Cegid l'année dernière, en 2024. Nous sommes des spécialistes européens de solutions de gestion pour les TPE-PME. Évidemment, dans nos équipes, on a des experts du réglementaire et des gens qui sont en contact avec la DGFiP que vous avez vu ce matin dans le cadre de cette réforme majeure de la facturation. Et on vous en parlera aussi. On a des outils qui font partie du groupe, comment dire, qui sont déjà une expérience réussie de la réforme de la facturation électronique au Portugal, également en Italie, puisqu'on a des clients, que ce soit au Portugal ou en Italie, qu'on accompagne, dans lesquels justement une réforme semblable, c'est pas exactement la même, mais une réforme semblable existe et fonctionne aujourd'hui. On fait partie du top 3 des éditeurs de gestion PE-PME, TPE-PME, pardon. On a environ 750 000 clients sur ce secteur et on est aujourd'hui présent dans 8 pays dans le monde. Un petit peu plus pour le groupe Cegid, ça c'était uniquement la partie EBP. Et comme je vous disais, on travaille en partenariat avec des acteurs locaux pour mettre en place, former les clients, les accompagner, adapter les process du logiciel à vos process à vous. Et donc, on s'appuie pour la région sur Distrimatic et je vais laisser Thierry Sardou se présenter. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Comme Stéphane a dit tout à l'heure, je suis Thierry Sardou.
Au sein de Distrimatic, je pilote le service commercial et je pilote aussi le pôle EBP. Voilà. Distrimatic, on existe depuis 38 ans. On est aujourd'hui 12 collaborateurs. On a deux métiers. Donc, on est prestataire de services informatiques pour toute la partie infra et on est intégrateur certifié élite des solutions de gestion EBP. Donc voilà, on a aujourd'hui, par rapport à EBP, on est beaucoup plus modeste, mais on a aujourd'hui, grosso modo, 112 clients EBP sous contrat, un client pouvant avoir plusieurs licences logicielles. Donc voilà, on est certifié, comme je vous l'ai marqué en bas, on est certifié EBP en tant qu'intégrateur des solutions, on est certifié bâtiment et on est aussi développeur certifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, quand EBP n'a pas une fonctionnalité dans son logiciel, on est capable de mettre des lignes de code dans EBP et d'augmenter les fonctionnalités ou les connexions avec d'autres logiciels. Voilà, pour ma Eh ben, part. écoute, merci beaucoup Thierry. Je vais reprendre la main. Ce qu'on a prévu dans le cadre de ce webinaire, c'est 5 points, tout simplement. D'un premier temps, comprendre la réforme, le contexte, les enjeux. Je sais que vous en avez déjà parlé ce matin, mais on va passer rapidement dessus. Je pense que c'est important de replanter le contexte. Euh, Vous indiquez une partie de la préparation pour vos entreprises à la réforme. En tout cas, comment est-ce qu'on voit les choses et ce qu'on vous recommande de faire pour préparer cette réforme. Un troisième point, on va parler de ce que nous, on a mis en place dans nos logiciels justement pour répondre à cette réforme. Et enfin, quelle est notre stratégie et vraiment comment est-ce qu'on souhaite aborder cette réforme en y voyant des opportunités et des gains de temps pour vous, clients justement avec ce modèle gagnant-gagnant et une nouvelle offre qu'on va sortir à compter du mois prochain qui s'appelle OpenLine Plus. Enfin, un temps pour les questions-réponses. On va commencer donc par remettre le contexte et les enjeux. Nicolas, je vais te laisser la main. Ok, tu fais défiler les slides ou je partage mon écran? Je fais défiler les slides. Ok, ok. Alors, attendez, parce que je le mets sur le bon écran parce que c'est un peu loin de ma tête et comme tout le monde s'est moqué de moi que j'étais vieux. Alors oui, il est important de faire de remettre en connexion avec vous cette réforme parce qu'on fait que de parler de facture électronique. Sauf que cette réforme, c'est pas que la facture électronique. Quand on parle de facture électronique, on parle de e-invoicing, qui en fait définit l'envoi et la réception de factures dans un format spécifique entre entreprises françaises. Mais le deuxième pendant de cette réforme, c'est le e-reporting, qui est une nouvelle déclaration. Donc ça, c'est important de le redire parce qu'on se focalise sur ce facture électronique parce que c'est le terme qu'on emploie, mais on a aussi cette nouvelle déclaration qui sera à faire avec des fréquences qu'on va pouvoir un peu aborder lors de ce PowerPoint. Donc c'est vraiment un enjeu majeur pour l'administration fiscale, faut dire ce qui est puisque quoi qu'il arrive, en temps réel, l'État saura ce qui s'est passé en termes d'activité commerciale et donc de TVA, puisque ce qu'il faut comprendre, c'est que cette réforme, c'est la continuité de la loi antifraude à la TVA qui était sortie en 2016 de mémoire et qui avait donné qui avait donné des directives qui avaient impacté les entreprises par le fait de valider une facture. Une fois qu'elle est plus validée, on peut plus la modifier. Bref, donc c'est vraiment, faut comprendre que c'est la continuité de tout ça qui arrive, qui nous prépare petit à petit. On peut passer à la suivante, s'il te plaît. Concernant le e-invoicing, donc là, je vais faire une petite explication. Donc, ça va, comme je le disais tout à l'heure, ça va imposer un format. Trois formats existent. L'UBL, le C2I, qui sont des formats exclusivement techniques, on va dire, avec juste quelque chose qui est illisible par la machine, par l'homme, mais plus par la machine. Et un format hybride qui est le FactureX, que vous devez connaître, surtout si vous travaillez avec des entités publiques et que vous faites des dépôts de factures sur Chorus. Clairement, on est sur du FactureX. Le FactureX est un format hybride puisqu'il contient un PDF et un fichier technique, comme pour l'UBL et C2I, c'est les fichiers techniques. C'est des fichiers XML qui ce format FactureX permet à
la machine et à l'homme de lire une facture. Le PDF pour l'homme et le XML pour la machine. Il y aura bien sûr 4 mentions légales obligatoires. Des fois, vous les avez, des fois, vous ne les avez pas. Donc, le sirène, la nature de la transaction, l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation, et des mentions notamment pour le paiement de la TVA sur les débits, si on est en TVA sur les débits. Alors, Nicolas, on est bien d'accord que ce sont 4 nouvelles mentions qui se Oui, rajoutent à la trentaine, grosso modo, d'anciennes, hein. oui, bien sûr. Oui, 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 on est vraiment sur de la continuité. C'est pour ça que je dis peut-être que vous les avez déjà, mais en Voilà. tout cas, au moins ces mentions-là sont importantes. Et bien sûr, il y aura un nouveau mode de transmission de facture. Donc, dès que vous échangez avec une entreprise française, on n'envoie plus par mail, on les déposera sur des plateformes. Alors, vous avez entendu parler jusqu'à il n'y a pas longtemps, on parlait de PDP, plateforme de dématérialisation partenaire. Et depuis le mois de juillet à peu près, on va parler d'EPA. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les mêmes plateformes, sauf que quand on disait PDP, elles attendaient leur agrément. C'était des plateformes qui attendaient leur agrément. Et maintenant, depuis le mois de juillet, elles sont agréées, donc PA, plateforme agréée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces plateformes ont un agrément pour 3 ans et elles ont tout intérêt à renouveler leurs agréments. On peut passer à la suite, s'il te plaît, Stéphane. Concernant le e-reporting, comme je vous le disais, c'est une nouvelle déclaration qui va permettre de transmettre toutes les données qui ne sont pas gérées avec la facture électronique, à savoir toutes les transactions avec des particuliers, toutes les transactions avec des entreprises non françaises, qu'elles soient basées en zone euro ou pas, que ce soit également toutes les paiements qu'il y a pu avoir, les encaissements, quand on est sur les encaissements. Hein, quand on n'est pas sur les débits, mais quand on est sur les encaissements. Donc, en gros, entre le e-invoicing et le e-reporting, tout est déclaré à des moments plus ou moins différents, puisque les factures, bon, potentiellement, c'est au quotidien. Dès que j'envoie la facture à mon client sur la plateforme, il la reçoit, l'État est au courant. Dès que je vais faire mon e-reporting, là, le e-reporting, il y a une fréquence dont je vais en parler juste après. Ce que je voulais continuer, c'était effectivement, c'est on est obligé d'avoir recours donc à ces PA, ces plateformes agréées pour la transmission du invoicing et maintenant également du e-reporting. Concernant la déclaration du e-reporting, cette déclaration dépendra de votre mode de déclaration de TVA, entre guillemets. Je prends un exemple, si vous êtes en TVA mensuel, vous aurez jusqu'à 3 e-reporting à générer par mois. Et si on est en franchise de TVA, bah, il y a au moins une fois tous les 2 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le e-reporting, c'est quelque chose qui peut encore évoluer. Autant pour le dépôt des factures sur la PA et le dépôt du e-reporting sur la PA, c'est quelque chose qui est acté. Mais il y a des choses qui peuvent encore évoluer concernant le e-reporting. C'est encore des choses qui est un peu encore mobile, on va dire, en termes de déclaration. Mais au moins garder cette option que pour l'instant, c'est tous les 10 jours. C'est pour ça que je disais 3 fois par mois. Mais voilà, on en saura, je pense, vraiment plus sur T1 2026, puisqu'on va rentrer sur des phases pilotes. Ensuite, qui est concerné? Donc, bien sûr, toutes les entreprises françaises assujetties à TVA sont concernées, que ce soit pour le e-invoicing ou le e-reporting. Bien évidemment, le e-invoicing ne concerne, ce que je disais, que les entreprises françaises, que les échanges, pardon, entre entreprises françaises. Donc, à partir du moment où mon entreprise est en France et que votre entreprise est en France, je fais du e-invoicing. Si vous êtes un particulier ou vous êtes basé hors de France, je vous l'envoie normalement par mail. Ça, c'est pour l'envoi. Le e-reporting, bah, ça s'applique voilà, à tout ce qui est non soumis au invoicing, c'est ce que j'expliquais. Donc à tout moment, de toute façon, l'État saura que bah, vous avez de la TVA qui a été déclarée ou pas, qu'il y a eu du chiffre d'affaires qui a été fait ou pas avec des entreprises françaises ou pas. C'est pour ça qu'on a voulu synthétiser ici le qui est concerné. Ensuite, on va avoir ce calendrier. Donc, on est aujourd'hui, alors on est effectivement, on peut dire entre avril et janvier 2026. À partir de janvier 2026, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez pouvoir commencer à rentrer dans des phases pilotes pour ceux qui le souhaitent, hein. C'est sur le volontariat, on va dire, pour faire justement tester les flux, voir si tout marche bien. Ce qui est à retenir, il y a 2 choses. Il y a obligation d'émettre et obligation de recevoir.
En blanc, c'est ce qui est c'est obligation d'émettre et en bleu, c'est obligation de recevoir. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de septembre 2026, toutes les ETI et grandes entreprises, je prends des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 1,5 milliard avec un effectif d'à peu près 5 000 salariés, un bénéfice qui doit être aux alentours de 200 millions. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous aurez l'obligation d'émettre vos factures et de les déposer sur les plateformes agréées. Je parle bien d'obligation. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, à partir de septembre 2026, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, ont l'obligation de recevoir. Puisque vous avez des grandes entreprises qui vont commencer à émettre vos factures, je prends pour exemple les fournisseurs d'accès à Internet, les fournisseurs d'énergie, des très gros fournisseurs que vous pourriez avoir, eux seront concernés pour l'émission, donc devez être en capacité de recevoir ces factures sur votre plateforme. C'est pour ça qu'entre janvier et septembre 2026, il est impératif que vous choisissiez votre plateforme. Alors, je vais vous parler de la mienne, bien évidemment, mais voilà, on en reparlera un peu plus tard. Et après, dernière time, on va dire, dernière période, c'est toutes les entreprises à partir de septembre 2027 devront pouvoir envoyer les factures sur cette plateforme. Donc, dans votre cas, je pense, vous êtes l'obligation d'émettre à partir de septembre 2027 et l'obligation de recevoir à partir de septembre 2026. Ça, c'est très important. Et on Je vais précise bien, juste, hein, Nicolas, si je peux me Oui, permettre de te couper, bien sûr. tout le monde est concerné, hein, on est bien Oui, d'accord. Toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026 sont concernées par la réception, hein. On entend oui. des discours que certains oui, certains non. Ouais, ouais. Tout le monde. Hein. Oui, oui, oui. Il y a ouais, plein de cas je vais d'usage. rajouter, je vais Vas-y, rajouter vas-y, une je t'en simple prie. petite. Vas-y, Nicolas, excuse-moi, Nicolas. Je vais juste rajouter une précision, excusez-moi. Effectivement, il y a obligation à tout le monde de recevoir, mais dans la mesure où effectivement tout le monde a obligation de recevoir, il n'est absolument pas interdit à n'importe quelle entreprise qui sera prête d'aussi émettre. Exemple, Distrimatic, nous, effectivement, on met en place les solutions et on est utilisateur de BP. Et moi, je peux vous dire que si on est prêt à émettre au 1er septembre 2026, à partir du moment où l'État va appuyer sur le bouton pour Hmm. que ça fonctionne, nous, Distrimatic, on va émettre nos factures directement aussi par voie dématérialisée. Alors, pour qu'on soit clair, et nous, c'est le discours qu'on tient aussi au niveau des entreprises, le 1er septembre 2027, c'est l'échéance finale. Donc, Oui, n'attendons pas Oui, le Oui, la 31 août dernière. Ouais, ouais. 2027 pour se bouger, quoi, hein. Je veux Hmm. dire, c'est la deadline. C'est c'est la septembre deadline, 2027, Ouais, c'est ouais, voilà. la complètement. deadline. ça. Pensez bien que si vous sollicitez Thierry Sardou, Distrimatic, il y a des moments où ce qu'on appelle il y a un goulet d'étranglement. Oui. Il va pas pouvoir tout gérer tout au dernier moment. Donc c'est pour ça que là, s'y renseigner dès maintenant, c'est bien parce qu'on se tient au jus, mais ça veut dire qu'on va mettre en place, on va faire des démarches pour être prêt pour, bah, en tout cas, recevoir à partir de septembre 2026. Et j'ai envie de dire, si on est quasiment prêt à recevoir à partir de septembre, on est quasiment prêt à émettre, hein. C'est ce que tu disais, Thierry. Exactement. Ensuite, bien évidemment, il faut parler des risques et des opportunités puisque il y a les deux. Effectivement, vous avez dû savoir que bah, la réforme de la facture électronique a beaucoup bougé. Au début, ça devait être à partir de 2024, puis bah, après, ça a été repoussé avec les dates que je vous ai dit, c'est-à-dire 2026 et 2027. Mais quoi qu'il arrive, les risques, c'était déjà acté. Donc, il y a des sanctions, bien sûr, si vous n'êtes pas conforme, c'est-à-dire qu'on va avoir 15 euros si on n'émet pas les factures via la plateforme, 15 euros par mention légale manquante. Donc, imaginez qu'il y en a 4 et qu'il vous manque les 4, vous avez déjà 60 euros. Et en plus, si vous émettez pas la facture, bon, bah, vous avez compris, on est à 75. Et en cas de non-respect du e-reporting, c'est 250 euros. Donc, il faut penser à tout ça. Alors, je pense pas que tout de suite, ils vont débarquer avec le carnet à souche, comme on dit. Mais il faut y penser. Et pareil, si vous n'avez pas choisi de plateforme, vous risquez de ne pas recevoir vos factures. Bien sûr, il y a des risques, mais surtout, il y a des opportunités. On n'a pas l'impression, on se dit, ah, c'est une charge supplémentaire, mais pas forcément. Dites-vous que cette réforme va vous permettre d'avoir une diminution des coûts de traitement. Je commence toujours par celui-là parce que c'est l'un des pour moi les plus importants. Quand on se dit diminution des coûts de traitement, ce qu'il faut penser, c'est qu'une facture,
à traiter quand vous la recevez, faut compter que ça vous prend à peu près 10 minutes. Alors, j'exagère volontairement, ce n'est qu'une moyenne de 10 minutes. Je ne l'ai pas inventé, hein, je ne l'ai pas tiré d'un chapeau, je l'ai tiré de statistiques connues. Donc, on est sur 10 minutes entre, bah, imaginez que c'est une facture liée à votre activité commerciale. 10 minutes, c'est est-ce que c'est bien le bon fournisseur? OK. Est-ce que le contenu de la facture est bien ce que j'attends? Est-ce que c'est bien, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est bien le bon nombre de parpaings, le bon, etc., etc. Donc, ça prend un petit peu de temps et ensuite on la comptabilise. Tout ça, ça représente à peu près 10 minutes et ça représente un coût d'à peu près 14 euros. Quand on sait que à l'année, on peut avoir, alors je ne parle pas pour l'entreprise, hein, je parle en France, on a à peu près 227 millions de factures qui transitent, plus qu'on sait que ça coûte 10 minutes par document et 14 euros par document, bah, vous faites la multiplication et vous avez tout de suite le coût que ça représente à l'année. Donc les plateformes auront certes un but déclaratif puisque l'État sera en temps réel les activités des entreprises, mais également permettra aux entreprises de transformer l'activité du comptable et de traitement des documents. C'est vraiment ce but-là. C'est pas de la suppression de postes, bien au contraire, c'est de la transformation de postes. Là, il y a également aussi l'impact réduction des délais de paiement et des litiges. Alors, délai de paiement, c'est un point de vue parce que c'est pas pour autant que le client paiera peut-être plus vite. Par contre, il y aura des outils qui permettront d'optimiser, de dire, bah, tiens, je vais vers un virement fournisseur très rapidement, je vais mettre à mon client un lien de paiement, donc ça peut optimiser tout ça. Mais en tout cas, en termes de litige, ça peut être plus rapide. Pourquoi? Parce qu'il y aura les plateformes vont contrôler les statuts, on en reparlera juste après. Et donc, on ne pourra pas dire le client ne pourra pas vous dire, ah ben je ne l'ai pas reçu, il est passé dans mes spams, je ne l'ai pas trouvé. Non, ce sera sur la plateforme et vous aurez le statut de dépôt sur la plateforme. Donc, il y a tout ça. Des sécurités accrues parce qu'effectivement, les échanges, comme je vous l'ai dit, ça passe par la plateforme. Donc, tout va être sécurisé, tout va être récupéré. Et encore une fois, du gain de temps, puisque pour la déclaration de TVA, pardon, puisque à terme, je dis pas tout de suite, mais le but, c'est que la déclaration de TVA arrive pré-remplie. Et donc, il n'y aurait plus qu'une notion de contrôle de cette déclaration, de correction possible, un peu comme pour les déclarations de revenus particuliers que l'on a. Donc, voilà un peu tout ce qu'il y a. Il y a des risques, certes, mais beaucoup d'opportunités en termes d'optimisation de votre activité commerciale et administrative. Et Ensuite, puis Nicolas, un gain oui. aussi, c'est ce qu'on explique à chaque fois. C'est l'exemple que j'ai pris ce matin, puis je vais reprendre le même. C'est qu'aujourd'hui, on reçoit des factures fournisseurs sur au moins chaque entreprise 4, 5, voire 6 espaces perso, Mm, autant de logins, autant de mots de passe qu'il faut changer, renouveler, etc. mm, Là, on aura une centralisation. Tout arrivera sur une seule plateforme. Donc, on va dire entre guillemets un login et un mot de passe unique. oui, oui, oui. Donc, maintenant, si on passe à la préparation de votre entreprise à la transition, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, on a effectivement différentes étapes. Là, on est, on va dire, on est en T3. J'irais même fin de T3. Donc, le but, ce qui est important là aujourd'hui, c'est que vous cartographiez votre entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par cartographier? Cartographier, c'est un peu recenser tous vos tiers, clients, fournisseurs. Dans chacun, est-ce qu'on a bien toutes les mentions? Numéro de SIRET, j'ai envie de dire SIRET, pas juste sirène, le numéro de TVA intracommunautaire, le code NAF, pourquoi pas, les adresses, est-ce que j'ai bien tout ça? Est-ce que tout, si je parle pour mon activité commerciale de vente, est-ce que tous mes clients fonctionnent de la même manière? Est-ce que j'ai des clients français? Est-ce que j'ai des particuliers? Est-ce que j'ai des clients hors de France? Tout ça, c'est à lister parce que bah, il va falloir commencer à préparer les équipes au changement. Est-ce que j'ai bien toutes les infos? Donc ça, c'est très important de commencer à recenser aussi bien ce que vous avez que vos modes de travail. Souvent, on dit non, mais de toute façon, on fonctionne tous de la même manière. Et il y a souvent quelqu'un dans le bureau qui dit, en fait, pour ce client-là, on fait autrement. Et donc là, il faut un peu recenser tout ça pour voir comment ça va pouvoir s'intégrer dans cette réforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que le but, encore une fois, c'est que tout va simplifier. Le client qui est une entreprise qui dit, ouais, mais lui, actuellement, j'envoie un mail à Pierre-Paul Jacques. Bah là, en fait, non, on enverra sur la plateforme et après, à eux
d'aller sur la plateforme et de récupérer. Alors, on verra hein, par la suite avec ce dont parlera Stéphane tout à l'heure. On verra que dans les solutions, ça peut être intégré, donc ça arrive de manière simplifiée, qu'on n'aura pas besoin d'ouvrir, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, d'ouvrir 25 boîtes mail, tout sera intégré dans les logiciels souvent. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a à faire. Donc la notion de cartographie de l'entreprise est très importante, que ce soit en termes de fonctionnement que d'information. Il faudra sur T1 2026, j'en avais un peu parlé avant, savoir sur quelle plateforme vous allez utiliser. Quelle est la plateforme que vous allez utiliser? Alors, je dis la plateforme, mais je devrais dire là où l'est. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pourriez dire, bon, bah, moi, mon activité commerciale, ça va être la PACJ. Par contre, pour mes frais généraux, c'est mon expert qui gère. Bon, bah, ce sera la PA de mon expert comptable. Vous voyez? Ou bien j'ai un métier spécial qui fait que je suis obligé de prendre une autre PA pour ce métier-là. Parce qu'il y a des besoins très particuliers en vue de mon activité. On n'est pas contraint à une seule PA. On n'est pas contraint même à l'APA qu'on va vous conseiller. Hein, je vais expliquer un peu. L'APA Cégide, elle est intégrée dans nos solutions. Tout va être beaucoup plus fluide. Mais ça reste votre décision. Je vais me parler que pour moi, mais ça reste votre décision. C'est important de le dire parce que vous pouvez déjà avoir des entreprises qui vous contactent aujourd'hui pour vous proposer leur PA. Pensez bien que il faut prendre celle qui, pour vous, génère le moins de clics. Hein, on est tous à la recherche de l'optimisation du temps de travail. Si je dois faire trois, quatre clics alors qu'avec autre chose, je peux en faire un, bah, j'ai tout intérêt à faire un. Voilà. Enfin, sur le deuxième trimestre 2026, bah, c'est vraiment élaborer votre plan de déploiement pour être prêt à partir de septembre 2026, comme on le disait précédemment, à recevoir en tout cas, voire au besoin, émettre. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment, ça s'inscrit dans ce genre de processus. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est un point important puisque vous vous renseignez pour certains ou vous découvrez pour d'autres. En résumé, ce qui change, c'est un nouveau format, un format structuré. J'en ai parlé, le plus courant, le Facturix, et je pense que c'est ce que tout le monde va quasiment choisir. 4 nouvelles mentions légales obligatoires en plus de celles qui sont déjà présentes. Des nouveaux modes de transmission, donc avec une transmission et une réception via les plateformes agréées. Et bien sûr, la nouvelle les transmissions de données, que ce soit le invoicing et le reporting, à la DGFiP. Je vous rassure, les deux derniers blocs dont je parle, hein, le nouveau mode de transmission et les transmissions de données, c'est un seul clic. Quand je dépose ma facture sur la plateforme, elle est envoyée aussi bien à mon client qu'à la DGFiP. Et quand je fais mon reporting, ça redescend bien à la DGFiP. Donc, il y a pas 25 opérations à faire. C'est la facture, elle est tout de suite. Le reporting, elle est périodique. Alors, Voilà. Nicolas, je me permets de prendre la main, mais Oui. d'où l'intérêt d'avoir un partenaire local comme Distrimatic pour votre région. Et d'où l'intérêt d'avoir un partenaire local qui vous accompagne, notamment sur les mentions obligatoires, puisque ça, c'est quelque chose qu'il faudra bien vérifier dans votre base de données actuelle et faire évoluer sur vos factures. Je crois que Thierry, en tout cas, a mis un process au point sous forme d'audit pour pouvoir accompagner les clients. Tout à fait, je cherchais à réactiver le son. Oui, oui, effectivement, à partir du moment où on fait évoluer les solutions EBP chez nos clients, on accompagne le client dans toutes les nouveautés, enfin en tout cas tout ce qui est obligatoire dans EBP pour pouvoir catégoriser les clients et bien entendu faire des modèles d'impression qui sont conformes à la nouvelle réglementation. Voilà. Eh bien, écoute, parfait. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de notre réponse en termes de produits. C'est-à-dire qu'on vous a dit que Cegid proposait une plateforme qui existe déjà aujourd'hui, qui est fonctionnelle dans d'autres pays. Elle sera fonctionnelle en France, on va le voir un petit peu plus tard, mais à partir de début 2026. C'est une plateforme qui existe déjà depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on a on a quasiment 230 millions de documents qui sont traités dessus par an. On n'est pas sur la création d'une plateforme, on est sur un outil qui est déjà existe depuis des années et fonctionne. C'est quelque chose qui est quand même
très important, d'autant plus important que ça nous garantit aussi une indépendance technologique, puisque c'est un outil qu'on maîtrise au sein du groupe et sur lequel on a tout à fait la main dessus. Du coup, on s'est appuyé sur cette plateforme justement pour l'intégrer à 100% dans nos outils et pouvoir l'avoir directement dans les logiciels de gestion ou dans les logiciels de comptabilité EBP. On va vous montrer par la suite comment on fonctionne. Évidemment, on va s'appuyer sur un accompagnement et une communication poussée de la part de notre marketing sous forme de webinars, de formations dédiées aux clients, une assistance personnalisée tout au long du parcours. On a mis en place justement un programme d'inscription qui est relativement simplifié. Je vais juste attendre que la page se tourne. Hop. Je vais commenter la vidéo en même temps, hein. On est vraiment sur l'inscription sur la plateforme. Vous allez vous très facile. Important de se munir de son cabis. On va commencer par se connecter à partir de France Connect. On vous montre hein, sous forme de test. À partir de France Connect, donc une fois que je serai connecté, je vais simplement avoir à choisir mon entreprise, la sélectionner. Si elle n'est pas, on peut sélectionner tout type d'entreprise. Si elle n'est pas directement dans la liste, on va pouvoir la taper et la renseigner. Ce qui sera important, c'est de renseigner un email de base de l'entreprise sur lequel vous allez réceptionner toutes les communications. La recherche, elle se fait par le sirène, Sirette? Oui, Ouais. absolument. Hein? Ouais. Absolument. Une fois qu'on aura justement confirmé cette adresse mail, bon, comme vous le voyez sur un code de double authentification, vous connaissez tout ça, en fait, on va avoir un mandat qui sera pré-rempli, qu'on va pouvoir signer électroniquement. Vous rentrez votre cabis à cet endroit-là, et donc vous allez pouvoir signer le mandat ainsi que votre cabis par le biais d'une signature électronique. Donc, comme vous voyez, le traitement est en cours. C'est signé, vous pouvez télécharger votre mandat. Et donc, Cégide vous inscrit à l'annuaire général comme étant utilisateur de cette plateforme. On a essayé de simplifier au maximum les choses. On est sur un process qui est assez efficace et rapide. Évidemment, vous avez par mail tous les éléments du mandat et vous êtes inscrit. On est littéralement sur 2 minutes. C'est le temps de la vidéo. Et cette notion d'inscription, on est bien d'accord que toute entreprise devra la faire, alors pas forcément sous cette forme-là, mais pour aller déclarer l'APA que chacun a choisi. Absolument, Hein? absolument. C'est obligatoire de se déclarer avec une plateforme. Et donc, il faudra faire, alors ce process, ça c'est le process pour la plateforme Cégide, il existe d'autres Oui, process évidemment pour s'inscrire, mais il faudra s'inscrire sur une plateforme. c'est la première étape incontournable à faire. Voilà. Absolument, tout à D'accord. fait. Et en l'occurrence, une fois que vous êtes inscrit à la plateforme, vous allez pouvoir y avoir accès. C'est pareil, j'ai une très rapide vidéo.
Donc, comme vous pouvez le voir, l'accès à cette plateforme sera relativement facile. Vous aurez accès à une interface web sur laquelle vous pourrez voir toutes les factures que vous avez émises, les factures que vous aurez réceptionnées. Vous aurez quelques statistiques dessus, sur une statistique mensuelle hein, sur les factures. Tout ça sera géré directement dans notre outil. En parallèle, dans nos logiciels, on a mis en place un assistant de conformité pour vous accompagner déjà à savoir ce qui vous reste à faire aujourd'hui et évidemment dans lequel vous pourrez retrouver toutes ces notions avec les mentions légales obligatoires. Le FactureX est déjà disponible dans nos logiciels. La connexion avec la plateforme Cegid alors était prévue au second semestre 2025, sera certainement prévue début d'année 2026. Ça ne change pas forcément grand-chose, mais ça permet de faire des tests et surtout de pouvoir tester des cas d'usage spécifiques, ce qui viendra début 2026. Donc, on peut déjà le dire aujourd'hui, tous nos logiciels sont déjà actuellement conformes à la réforme de la facture électronique. Par contre, chez EVP, on a décidé d'aller un petit peu plus loin. Donc là, justement, je vais vous présenter, je vais vous parler d'une offre qui s'appelle OpenLine Plus, qu'on a révélée il y a 2 semaines et qu'on va commencer à commercialiser à partir d'octobre. Quelque chose de tout récent. On s'est dit que cette réforme était une réforme légale, certes, mais devait devenir une réforme avec comment dire, avec des atouts, avec des gros bénéfices pour nos clients. En l'occurrence, ce qu'on a commencé à faire dans un premier temps, un triptyque de valeurs, hein, on a commencé à dire que la plateforme devait être nativement intégrée aux solutions EVP pour tout gérer depuis votre écran EVP, sans avoir à passer par une plateforme tierce, par un site internet tiers, etc. On va tout faire depuis EVP. La deuxième chose, c'est que on se rend compte que on va pouvoir, avec les différents formats d'échange des factures, on va pouvoir échanger beaucoup d'informations. Ces informations vont être évidemment transmises à la DGFiP, c'est le point même de cette réforme. Mais nous, on va en profiter pour récupérer ces informations également et créer des automatisations pour enregistrer les factures directement dans vos logiciels. Ce qui va éviter une saisie manuelle que vous faites aujourd'hui et ce qui va vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et enfin, un dernier point, justement, on en parlait, sur les services de paiement, on va intégrer une offre de paiement directement dans les logiciels, ce qui va permettre d'avoir notamment une trésorerie boostée. Je vais détailler tout ça. Le premier point, c'est que on va directement avoir dans nos solutions de gestion commerciale et comptabilité, en fait, toute la remontée des fournisseurs, directement tout l'envoi de vos factures également. Et cette transmission des factures et des e-reporting sera évidemment transmise à la DGFiP comme le veut le cadre légal. Mais en tout cas, on aura tout depuis les logiciels. Avantage, prise en main et adoption très facile. Et vous allez pouvoir garder vos habitudes de travail tout en gagnant du temps au quotidien. La deuxième partie, c'est l'automatisation intelligente du traitement des factures. Donc là, justement, sur l'émission des factures, on va avoir évidemment une génération de factures qui sera conforme, une identification sur la typologie de la facture, savoir est-ce que c'est une facture qui est adressée à une entreprise, alors B2G comment dire, à une partie de l'État ou B2C à un particulier. Et tout ça va permettre de proposer directement le mode de canal adapté, que ce soit Chorus Pro, que ce soit la plateforme ou par email. On va avoir une gestion du cycle de vie sur le suivi et les mises à jour des statuts des factures qui sera sur les plateformes et qui va remonter automatiquement dans le logiciel. Et une liaison intelligente qui sera faite entre les règlements et les statuts de facture. À partir du moment où vous aurez réglé une facture, vous aurez directement tout qui sera enregistré dans votre logiciel et en fait, vous aurez tout dans votre vue. Sur la partie fournisseur, on va ajouter une automatisation portée sur l'intelligence embarquée dans les solutions. Donc, un traitement automatisé sur les factures d'achat, une réduction du temps passé à la saisie comptable. Justement, on va automatiser toute cette partie saisie.
On va faire un suivi simplifié et plus précis de la rentabilité, puisque toutes les factures seront automatiquement enregistrées et donc on pourra suivre la rentabilité des différents chantiers. On va mettre en place un workflow de validation des factures avant paiement, puisque en fonction du montant des factures, c'est peut-être pas la même personne qui autorise le paiement de cette facture. Et enfin, une gestion de la trésorerie grâce à des services financiers intégrés. Le but, c'est vraiment qu'on puisse automatiser au maximum pour avoir moins d'intervention humaine, moins de charge mentale et pouvoir vous recentrer sur votre corps de métier. Le troisième point, c'est la trésorerie boostée, justement un service de paiement directement intégré dans nos logiciels qui va vous permettre d'avoir en fait un compte pro raccordé à la comptabilité, ce qui vous permettra de payer des factures fournisseurs en 3 clics, faire des virements instantanés, faire des rapprochements automatiques de transactions et de factures, envoyer des liens de paiement de vos factures à vos clients et ça peut vous permettre aussi d'avoir des cartes de paiement physiques et virtuelles. Au niveau de la roadmap, comment ça se définit? On va avoir justement, dans la nouvelle version de BP qui va sortir en décembre, on va directement avoir l'automatisation intelligente du traitement des factures d'achat qui sera intégrée. Le raccordement à la plateforme Cegid va arriver courant du premier trimestre 2026 et à partir de ce moment-là, on pourra faire des tests d'émission et de réception des factures, alors surtout d'émission pour commencer. Et enfin, à partir de T2 2026, on aura le raccordement des solutions à la plateforme agréée Cegid pour l'ensemble des émissions des factures et du reporting, ainsi que les services de paiement intégrés. Ce qui fait que à la date de septembre 2026, quand la réforme va partir d'un point de vue légal, on sera tout à fait prêt et vous aurez eu le temps de tester vos processus avant. OpenLine se transforme et laisse place à OpenLine Plus. Vous l'aurez compris, on propose une solution qui est bien plus puissante pour automatiser la gestion des factures et des paiements chez vos clients. Alors voilà ce qu'on avait à présenter. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais laisser aussi Thierry Sardou et Nicolas m'aider là-dessus puisque je ne vois pas le chat. Moi, j'en ai plein. Eh ben, très bien. C'est là où on Allons-y. intervient. C'est là où on Allons-y. intervient avec David. Vas-y, Pascal, Allez, lâche les chevaux. lâche les chevaux. Alors, la première, on va se dire les choses, hein. On est bien Ouais. d'accord qui dit nouvelle version, dit mise à jour, dit éventuellement, suivant la formule qu'ont les clients, coût supplémentaire. Alors, pas forcément, dans le sens où ça fait maintenant 3 ans qu'on est passé sur un modèle économique d'abonnement local. Abonnement local ou ce qu'on appelle du SaaS, c'est-à-dire logiciel à la demande embarqué directement et embarqué chez EVP. Dans ces cas-là, on a une facture annuelle qui comprend et les mises à jour si on a de l'abonnement, en tout cas si on est en SaaS, l'hébergement chez EVP. Donc, dans ce cadre-là, vous aurez la mise à jour qui va arriver et qui va s'installer à partir de début décembre. Et Donc, pas de coût supplémentaire et suivant la formule qu'on a, quoi. ouais, qui intègre la PA, qui intègre tout. Alors, en l'occurrence, la PA, on aura effectivement, on n'aura pas d'abonnement pour la PA de base. Pour OpenLine Plus, en fonction des services, on aura un module à activer qui là sera à voir directement sur place et qui pourra être un coût supplémentaire. Pas forcément pour nos clients actuels, il faudra voir en fonction du contrat que vous avez. D'accord. Je continue? Vas-y. Bien sûr, bien sûr. Alors, là, on a vu la solution, on va dire, qui répond aux clients équipés EBP ou Cegid. On sait qu'on a pas mal d'entreprises qui ont d'autres logiciels de gestion. Est-ce qu'ils pourront s'interfacer avec l'APA? C'est une question qu'on a eue dans le chat, qui pourra s'interfacer sur la plateforme, sur l'APA, ou pas? Alors aujourd'hui, c'est pas prévu que d'autres logiciels hors groupe Cegid s'intègrent sur cette plateforme. Ça va peut-être l'être dans la suite. Je sais que des équipes travaillent justement au fait d'ouvrir notamment les API de la plateforme et pouvoir s'y connecter par des applications tierces. Aujourd'hui, ce que je sais, c'est que le gros de l'effort technique a été fait sur l'intégration des logiciels du groupe à cette PA.
Ok. Donc, Je vais reprendre un peut-être, petit, mais j'ai pas cette réponse. je vais apporter un peu des compléments aussi. Il y Ouais. aura des interopérabilités. Oh, j'ai pas réussi à le dire. Il y aura des interopérabilités qui vont être prévues même avec les PA des experts comptables. Parce que comme on le dit, on peut tous avoir un logiciel de gestion pour gérer notre activité commerciale, mais que le reste soit géré par l'expert et qu'on puisse à la limite avoir les factures qui redescendent, les frais généraux chez l'expert comptable et par contre mes factures d'achat liées à mon activité commerciale dans ma PA qui sera connectée à ma gestion. Donc, il y aura des interopérabilités qui se feront entre les PA d'experts comptables et effectivement, comme disait Stéphane, on n'a pas encore les infos, on ne sait pas comment, mais il y a bien sûr des liaisons qui seront possibles avec une partie des autres PA. Je dis une partie parce il y en a énormément, Hmm. parce que c'est entre 80 et 200, je crois. J'ai à peu près, j'ai pas On trop a le une chiffre. centaine, hein, d'après la DGFiP ce matin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, être lié directement avec toutes les PA et que j'ai deux PA et qu'elles communiquent l'une avec l'autre, ou que mon logiciel soit EBP et que j'ai une PA autre, je ne sais pas s'il y aura des liens. En tout cas, il y a des possibilités. De toute façon, on génère un facture X qu'on dépose et peut-être que la PA pourra le récupérer sur un répertoire qui sera en local. Je dis n'importe quoi, mais voilà. Ok. Mais il y a des Alors, choses qui vont arriver courant 2026, je pense. par contre, Pascal, je vais répondre tout de suite à l'autre question parce que la question que tu m'as posée, elle est double. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se connecter à la PA Cegid avec un autre logiciel? C'est la question à laquelle on vient de répondre. Par contre, avec un logiciel EBP, on pourra se connecter à une autre PA que celle de Cegid. Celle de Ah, ok. Cegid a D'accord. évidemment beaucoup d'avantages, mais vous pourrez tout à fait vous connecter à une autre plateforme. On va d'ailleurs travailler, ce sera courant 2026. Hein. Pour l'instant, on est plutôt dans nos travaux. Mais courant 2026, on va travailler aux connexions d'autres PA qui nous semblent très cohérentes et que des clients pourraient utiliser. La philosophie de BP a toujours été de dire on est ouvert aux connexions avec les autres logiciels et ce n'est pas cette réforme-là qui va nous faire changer de philosophie. Et puis j'ai une autre question, puis après je laisse la place à David parce que je crois qu'il en a quelques-unes. Depuis quelques semaines, on est très triste. Ah, tu me l'enlèves. Tu me Très, très l'enlèves. triste. On a une grande partie aujourd'hui de nos ressortissants qui sont des auto-entrepreneurs. On avait alors on va jeter des fleurs, hein. On avait un très bon logiciel qui était BP Hum, Auto, hum. alors on n'est pas vendeur EBP, c'est pas ça, hein, mais qui nous convenait très très bien pour des tas de choses, des tas de raisons. Et on a appris que maintenant, il va falloir mettre des fleurs sur la tombe de BP Auto. Et on est un peu embêté parce que notamment par rapport à la réforme de la facturation, on n'a plus de logiciel et on est un peu dans la panade par rapport à ça. On va pas s'en cacher, hein. Alors, je pense que vous parlez de auto-entrepreneur. Ouais, c'est Oui. ça, ouais. Ouais. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que BP a développé une nouvelle gamme qui s'appelle Ubix, qui est justement en termes fonctionnels, qui répond tout à fait aux fonctionnalités qu'on pouvait avoir sur Auto-Entrepreneur. Et Ubix est un logiciel full web, une suite de logiciels full web qui est tout à fait adapté à la réforme de la facture électronique notamment, mais adapté à votre activité et qui vous apportera beaucoup toutes les plus-values qu'on peut avoir sur le full web, l'embarquement mobile, etc. Et on Et donc, retrouve les fonctionnalités de BP Auto, le livre d'achat, le livre de recettes, les cotisations, la simule des alors, cotisations URSSAF et peut-être pas compagnie. dans un premier temps. Ouais. Peut-être pas dans un premier temps. Ce sera confirmé. Ça serait bien. Je vois Nicolas qui fait non de la tête, mais c'est un produit de la gamme que je connais un petit peu moins. En effet, nous, la stratégie, elle est de monter les logiciels Ubix très rapidement, justement, vers ce type de fonctionnalité. Ok. Bac. Et en tout cas, en tout cas, Ubix aura la connexion à la plateforme Cegid qu'on a dans les logiciels OpenLine et permettra de faire énormément de choses équivalentes à celles que je vous ai Donc maintenant, montrées. faut qu'on voit si Ubix il peut aller dans les clous avec nos autos. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pense que c'est la solution la plus adaptée et la solution d'avenir la plus adaptée. J'ai Et fini, David. À Et, toi. et pareil compatible. Non, mais c'était le gros de ma question. Et pareil compatible avec les PA aussi Ubix. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais, ça serait bien qu'on en reparle. Enfin, pas ici, mais ouais, qu'on en reparle de ce point-là. Ouais. Ok.
Alors, je D'accord. vois une question de Sylvie, c'est-à-dire comment passer à un numéro de facturation obligatoire dans leur continuité en passant de factures rédigées sur un logiciel de traitement de texte à une facturation électronique PDP. Nicolas, je vais te laisser répondre à celle-là. Alors Heureusement déjà, que, traitement de texte, on va ouais, ce que oublier. je vais dire, heureusement que les infos sont plus là. Traitement de texte ou Excel, on va oublier. On va Oui, devoir oui. passer sur un logiciel. Et donc, dans les Par logiciels contre, maintenant de facturation, la numérotation étant obligatoire, on aura une continuité. On pourra repartir à la limite du Ouais, dernier c'est numéro qui ça, ouais, aura été c'était Oui, c'est le utilisé. c'était paramétrage de départ qu'il faut bien mettre en Exactement. place. On est oui, d'accord. C'est c'était ça. le dernier numéro utilisé, ouais, mais c'est vrai que le et- traitement de texte, ça pique un peu les yeux. Ouais. Mais il y en a encore beaucoup. Ouais, oui. Word ou Excel sont un très gros concurrent des autres éditeurs. Si je puis me permettre, quand on avait fait la convention il y a 15 jours, il y a un chiffre, moi, qui m'avait un petit peu marqué, et on n'en a pas parlé là, c'est qu'aujourd'hui, a priori, il y a à peu près 1 700 000 entreprises qui ne sont pas du tout prêtes à la réforme et qui, pour le coup, ne sont pas du tout équipées de logiciels Hein. spécifiques. Contrairement à absolument. une autre partie qui est aussi de 1,7 million, qui, elle, est à l'écoute et qui a déjà commencé à, si ce n'est déjà abouti, à la réforme. Donc il y a quand même une vraie culture, et je pense que, alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais les adhérents de la CMA, entre autres, il y a beaucoup de petits qui, je pense, continuent, comme l'exemple du message, continuent à faire des factures avec un Word ou avec un Excel. Hein. Et moi, j'en connais qui continuent avec le carnet à souche. On est Ouais, bah d'accord. oui. Là, ça va être un gros gap. Mais oui, Donc il y a oui, un oui, gros, oui. gros travail effectivement pendant Ah, 2 ans pour expliquer à ce 1,7 million d'entrepreneurs qu'il faut trouver des solutions, quoi. oui. Parce qu'il n'y a pas le choix. Non. Et puis un point important, je crois que c'est Nicolas ou Stéphane qu'on en parlait tout à l'heure, et nous on insiste bien. Attention, on en a déjà parlé ce matin, attention aux mentions obligatoires sur Mm. les documents, parce que là, le contrôle, il va se faire aussi par rapport à ça, hein. Donc, une facture pourrait être jetée. Je crois que Stéphane, tu as évoqué tout à l'heure les amendes, les mentions manquantes, etc. Ah ouais. Autant, je dirais, pour l'instant, il manque une mention sur une facture. Bon, Hmm. on l'envoie par mail, ça passe, hein, même si Hmm. c'est pas bien, ça passe. Là, ça passera plus, hein. Ah, sur la PA, elle sera rejetée direct, le client la verra même pas. Ouais, ouais. Exactement. Donc, qui dit facture jetée, dit pas de paiement. C'est ça. Et Hein, pour si on faire voit simple, pas. hein, je le fais très Oui, non, basique. mais c'est ça, c'est clairement ça, hein. Par contre, le gros avantage justement des statuts, c'est que normalement, votre PA, quelle qu'elle soit, va faire un pré-contrôle de la légalité de votre facture et s'il y a un problème, elle va vous l'indiquer tout de Mm. suite. Alors après, je suis pas spécialiste de l'ensemble des PA, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe sur la plateforme qu'on propose. On a un pré-contrôle qui est fait. S'il y a un problème, automatiquement, la facture nous est renvoyée et les problèmes sont indiqués. Donc, on peut y agir tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre le renvoi du client, etc. Enfin, Hum. et même dans les logiciels, il y a déjà un contrôle aussi qui se fait. Quand vous Absolument. regardez pour ceux qui sont équipés d'une gestion commerciale, par exemple, ou d'un bâtiment en technologie open line, quand vous êtes dans une facture, vous avez la certification conformité qui apparaît, qui Mm. vous indique pour l'instant en mode alerte que bah, il manque le siret, qu'il manque une mention ou autre. Donc avant de l'envoyer, on a déjà cette info. Ah, Sauf que donc, c'est pas le cas dans tous les outils. Non. C'est pour ça qu'il faut aller chez EVP. ouais, bien sûr. Je me Je, suis dit, s'il je- je apprend pas reste, maintenant, il la loupe à vie, là. je reste dans mon rôle. On est Ouais, d'accord. c'est ça. C'est ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions peut-être sur ce qu'on a présenté? Tiens, une petite question rigolote. Peut-on utiliser la PA EBP sans enfin, donc CJ en l'occurrence, sans logiciel EBP? Et comment? Ça se Alors, pirate? c'est ce que je disais aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est des travaux de développement qui vont être faits en 2026. Et donc, ce sera certainement ouvert en 2026. On aura plus d'infos à ce moment-là. Pour l'instant, on s'est surtout concentré comment dire, à connecter nos outils à l'APA. Oui. Ok. Ça ne Et veut pas autre dire que question, l'APA pourra ne pas être connecté à un produit EBP. ok. L'avantage d'avoir effectivement
par exemple, la PAEBP avec un logiciel EBP, c'est qu'en plus, on est autonome, c'est-à-dire que si un jour il y a un dysfonctionnement, on va pas se renvoyer la balle puisque c'est nous qui avons la PA qui est en lien avec le logiciel. Si c'est une autre PA, on pourra dire, ah bah c'est l'autre. Et puis la PA dira, bah non, c'est EBP. Ouais, en fait, Donc là, alors ça c'est quelque chose qui est les équipes de développement au sein de BP justement ont beaucoup insisté là-dessus. C'est ce travail qu'ils appellent sans couture. Le terme est évocateur, mais je trouve ça assez important. C'est vraiment, on veut que ce soit le plus transparent possible pour l'utilisateur et que l'utilisateur ait pas à se casser la tête de savoir comment est-ce qu'il va envoyer la facture. La facture, il la prend, il la télétransmet, elle est partie, merci, au revoir. On veut vraiment gagner du temps dessus et on veut que ce soit transparent pour le client. Et donc, à l'inverse, on a une question d'Audrey qui a déjà été posée, mais c'est bien de remettre une couche. Bien sûr. Donc, on pourra travailler avec EBP pour l'émission de factures et avec une autre plateforme pour les fournisseurs, par exemple. oui. On peut imaginer ce genre Ouais. de truc. Et alors ça converge quoi? Donc, ça veut dire que là, on a deux accès on a Ouais. un accès par fournisseur et client, quoi, en fait. C'est ça. Mm. C'est ça. Donc après, à voir qui redescend quoi et où. Mm, mm. Donc pour la dernière question, je crois, de Monsieur Favre, peut-on utiliser la PEBP sans logiciel et comment? À aujourd'hui, j'ai envie de dire peut-être, mais je ne sais pas comment, hein, parce que c'est encore Mm. trop tôt. Ah, On en C'est saura c'est- plus courant 2026. C'est ce que tu disais, Stéphane, c'est tout à l'heure. noté. Alors, c'est prévu dans la PA de CJ de pouvoir déposer des factures qui ne sont pas forcément issues de notre logiciel. Pour Oui. l'instant, c'est des travaux qui sont à faire à la main. Du coup, ben, il vaut mieux que vous n'ayez pas beaucoup de factures parce que si c'est à faire à la main, ça va forcément prendre un petit peu de temps, mais c'est une possibilité qui existe déjà. Oui. Deux déclarations non, qu'une Ah seule oui. déclaration de TVA. Il y avait une des questions, deux plateformes, dont deux déclarations. Non, non. Parce que la déclaration de TVA, c'est lié aux sirènes, donc une déclaration de TVA, même s'il y a deux plateformes, une qui envoie les factures et une qui réceptionne les factures, il n'y aura bien qu'une TVA, quoi qu'il arrive. Oui, parce que tout ça converge vers l'administration fiscale. C'est ça. C'est ça. Et le Et sirène, d'où le sirène. Oui. Très important. est-ce que ce matin, justement, la DGFiP a expliqué comment les PA vont discuter entre elles et qu'il va y avoir un annuaire, justement, d'où Oui, l'importance d'avoir un Hmm. numéro de sirène et oui, d'être inscrit à la PA, parce que dans cet annuaire, il va y avoir toutes les infos pour que tout le monde puisse discuter entre eux, justement. oui, Ils oui, vont oui, parler de ça? oui. Très bien. Et ce qui est important, hein, je suis comme David, on va remettre une petite couche. Ce qui est important pour nos amis entrepreneurs, commencez à recenser les sirènes, sirettes de vos clients. Parce que on va dire le numéro qui va permettre de faire le lien, il sera ça, hein, on connaît sur Chorus Mm. notamment. Et donc, il faut commencer à anticiper, à mettre à jour son fichier client dans ses logiciels pour justement avoir déjà cette donnée, puisqu'elle va être Oui. primordiale après. Mm. Bon, sur le fait qu'elle sera obligatoire sur les documents, et puis que c'est elle qui va servir de clé d'entrée, quoi. Je sais pas comment on peut dire. Oui, c'est un peu comme le numéro de sécurité sociale, c'est le même Oui, principe. on Ouais. est d'accord. Et attention, même un client qui vous sera historique, vérifiez que le sirène n'a pas évolué. Oui. Sirène ou sirette, parce que Mm. des fois, ça évolue. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ben, ça peut En fait, évoluer avec le SIRET, hein, ça peut évoluer avec le SIRET, par exemple. Hmm. Ouais. En fait, pour reprendre effectivement ce que Nicolas disait, c'est des choses que nous, on voit chez nos clients, dans le sens où cette année, on a mis en place ce qu'on appelle l'API Sirène dans nos logiciels, qui fait que Oui. pour un nouveau client, pour l'enregistrer, vous tapez simplement son numéro de SIRET et automatiquement, vous avez toute la raison sociale qui se crée directement dans les logiciels. Donc ça permet de faire gagner beaucoup de temps et Mm. c'est vraiment bien. Par contre, c'est un travail qu'on ne fait pas forcément avec ses clients historiques. Et le client Ouais. historique, en l'occurrence, bah, il peut avoir, ne serait-ce que changé géographiquement, il peut avoir été racheté à un moment, il peut, pour des raisons X, Y, avoir changé de numéro de SIRET. Et donc, c'est important, ça fait partie du travail que fait Distrimatic dans le cadre de son accompagnement. C'est important de pouvoir retravailler sa base existante pour bien s'assurer que tout soit conforme. Et Et j'ai testé, ça marche. oui. Et vous pouvez saisir le SIRET ou la raison Merci. sociale. Ou la réseau social, voilà. Puis on Ouais. remonte dans Ouais, l'annuaire, on remonte les infos, hein. Oui. ouais, Ah, c'est ça, exactement. et même un client historique, vous pouvez le activer cette fenêtre. Il suffit juste de se tenter de changer
sorte de va-et-vient dans la fiche client, vous le remettez en particulier et ensuite vous le repassez en entreprise et il vous réouvre la fenêtre, ce qui vous permet à la limite de récupérer le SIRET. Peut-être que vous l'avez déjà, mais vous pourriez récupérer également le code NAF, le numéro de TVA intracommunautaire de manière automatique. Ça peut être aussi faisable comme ça. Bah, puis ce qui est bien, moi je l'ai testé également, hein, c'est le SIRET, on va être plus précis, me fait le lien avec le Chorus aussi, hein, Oui, puisque une entité publique a un SIRET, donc dans la Hmm. fiche client, on met le SIRET et on fait le lien Chorus depuis l'outil de gestion, quoi. exactement. Alors, je vois une question de Sylvie sur les factures sur EBP et un exemple de tarif. Alors, ça va être très difficile de donner un exemple de tarif parce qu'on a une gamme de logiciels qui est quand même, en tout cas, qui commence à s'adresser aux auto-entrepreneurs jusqu'aux entreprises qui vont faire jusqu'à 250 salariés. Donc, c'est très large, il y a beaucoup de modules dedans. Ce que je vous propose, c'est de contacter directement Thierry Sardou, qui pourra très facilement vous faire un devis, regarder comment vous fonctionnez et puis discuter avec vous dans le cadre de cet équipement. Ce sera, à mon avis, beaucoup plus approprié. Oui, non, mais bien sûr. J'étais en train. Alors moi, je voudrais rajouter quand même quelque chose, c'est que toutes les fonctionnalités qui sont à venir et celles qui sont déjà sorties, comme le lien avec l'API Sirène, ça oblige quand même à avoir un logiciel à jour. On est d'accord? Oui. Je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui sont avec des licences qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire qui sont installés en local et qui Mm. ont Ouais. ou n'ont pas de contrat mis à jour et ou de contrat de service. Acheter. Donc pour le coup, il faut penser à souscrire des contrats de mise à jour et d'assistance pour pouvoir faire tout ce qu'on a dit et tout ce qu'il y aura à faire. Voilà. Et dites-vous que Alors cette ça réforme, non. Oui, vas-y, je t'en prie. ouais, je rebondis simplement sur cette information parce que c'est vrai que tu as tout à fait raison, Thierry. Je pense que c'est important. On est en train d'organiser une opération commerciale qui, en tout cas, qui est tournée vers les anciens clients historiques qui n'ont pas de contrat de service et qui ont des versions qui ne sont pas à jour, avec des conditions particulières et pour le coup particulièrement attrayantes également. Donc surtout, contactez Thierry Sardou, qui a toutes les informations, qui saura les récupérer chez moi également, et qui saura vous faire des tarifs qui sont très attractifs, puisqu'on sait très bien que les clients vont être obligés de se mettre à jour par le biais de cette réforme. Donc autant anticiper les choses et profiter de la période actuelle dans laquelle on a des tarifs qui sont très agressifs. Il va y avoir du boulot, hein? Et Ouais. dites-vous que cette réforme ne s'arrête pas à 2027, Oui, Oui, parce oui, oui, que oui. oui. ça peut évoluer encore pendant quelques années. J'irais même, je pense qu'en 2030, on en parlera encore. Bah, sachant ce qu'on disait tout à l'heure, normalement l'échéance européenne c'est 2030, donc là on est en phase 1, on va dire. Hmm. Absolument. C'est ça. Parce que pour l'instant, c'est ce que je crois que c'est Stéphane, c'est toi qui te disais, pour l'instant l'international on n'est pas concerné, mais 2030 on le sera, puisque, alors on va dire c'est loin 2030, mais vu qu'on fera Demain. les échanges et qu'on sera soumis aux règles européennes, 2030 on y échappera plus. Non, Ah, et il y a moi, une chose qui est importante aussi, c'est que il y a, comme je disais, il y a déjà deux pays en Europe qui ont une obligation de facture électronique, qui sont le Portugal et l'Italie. Et les règles au Portugal et en Italie ne sont pas tout à fait les mêmes de celles qui Mm. sont définies en France. De la même manière, on va avoir, si je ne me trompe pas, la Belgique et d'autres, et l'Allemagne aussi, Allemagne. il me Hmm. semble, qui sont des pays qui vont avoir ce type de réforme dans les années à venir. Je pense qu'il va y avoir une autre réforme au niveau européen pour faire correspondre l'ensemble des pays européens dans ce cadre-là. Donc, on va effectivement avoir une deuxième étape, mais qui devrait être plus facilement gérée à ce moment-là, puisque tout le monde sera déjà sur les portails. À ce moment-là, le gros travail sera surtout chez les éditeurs pour faire en sorte que en fait, toutes les données transitent correctement entre pays européens. C'est Et ça. ça, c'est important parce que je pense à David, c'est les départements et les entreprises qui vont être frontalières, parce que bon, Oui. nous, Dijon, on est peut-être un peu moins concernés, mais nos amis qui sont proches des frontières, même italiennes, L'Allemagne. etc., Hmm. Allemagne et compagnie, va falloir être vigilant aussi à tout ça, hein. La Suisse, ils passent comment, eux? Enfin, moi, ils ne font pas partie de l'UE. Hein. ouais, c'est ça, hein. Donc, ouais, ils sortent du champ, là, ouais. Ils sont étrangers, ils sont considérés, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. entre Donc, guillemets. En Europe. e-reporting, alors.
Ouais. hors zone euro. Exactement. Pour l'instant. C'est ça. Je sais pas si on a d'autres. Moi, j'ai rien vu d'autres circuler. Non, Pareil, j'ai pas vu d'autre chose circuler. non, c'est que le contenu est clair et limpide. Ouais, très bien. J'espère, du coup. Très explicite, Stéphane. Merci. Bah si. Ouais. On a essayé de faire au plus efficace. Non, mais c'est très bien. Très bien. Heureusement que Nicolas était là quand même, hein. Ça a sauvé le truc parce que. Merci. J'ai précisé qu'il était consultant senior, c'était pas pour rien. Je sens que ça va rester. Oui. Et j'ai avoir mon quart de siècle chez EBP. Oui. On prend le relais, David, ou... Allez, feu, vas-y, va. J'arrête Alors, le partage. ouais. Allez, go. On va remettre notre... Voilà. Donc au niveau de la chambre, bon, nos amis auditeurs, ils nous connaissent, hein, on a pas mal d'actions liées au numérique, les autodiagnostics notamment pour faire un petit peu l'état des lieux dans les entreprises, les accompagner sur tout ce qui est présence web, cahier des charges, audit de site, on dit plus audit de site, mais on va dire audit présence web, et puis différentes formules d'accompagnement, que ce soit sur les aspects législatifs, sur les réseaux sociaux, les outils de gestion, etc. Un focus aussi sur l'IA qui est aujourd'hui un passage incontournable. Hmm. Et puis également sur tout ce qui touche la signature électronique, ça fait partie de nos accompagnements qu'on peut proposer à nos entreprises. Et puis, on en parlait un petit peu avec David tout à l'heure, il faut qu'on réfléchisse par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, comment on peut nous essayer d'aller un petit peu plus loin, hein, parce que on a eu clairement le discours ce matin de la DGFIP. Ils Il nous va falloir- attendent, ouais. ouais, ils nous attendent, hein, Hmm. parce qu'il va falloir toucher tout le monde. Donc, Hmm. bon, le rôle des prestataires, des éditeurs est important, mais on a quand même aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, des entreprises qu'il va falloir aider qui ne sont pas forcément déjà en cheville, entre guillemets, qu'un prestataire ou avec un éditeur. Donc ça va. Il faut qu'on réfléchisse. Nous, on va regarder un petit peu en interne comment on peut continuer tout ça. Et puis donc le petit rappel, voilà, l'équipe que vous commencez à bien connaître. Et puis nos actus, parce qu'on n'a pas que ce sujet-là, hein, notre partenariat qu'on a entre guillemets avec Google, le troisième jeudi de chaque mois, donc on a différents webinaires co-animés avec Google sur des sujets liés au numérique. La traditionnelle semaine du numérique qui commence à être bien ancrée dans les entreprises. Donc, cette année, du 3 au 7 novembre, 2 webinaires par jour et on refera encore un focus sur la facturation Hmm. électronique. Et puis, on en parlait un petit peu tout à l'heure, l'IA qui est un sujet important pour nos entreprises. Donc, l'année dernière, on avait fait une première journée dédiée à l'IA sur Dijon. Là, cette année, on va changer de destination. On va aller sur Besançon et faire une journée dédiée à l'IA pour les entreprises via des conférences, des ateliers, des présentations, etc. Et puis, pour revenir au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, hein, on a déjà calé des dates, donc on a déjà pas mal de personnes qui nous suivent, mais on a calé des prochaines dates sur la facturation parce que c'est un sujet sur lequel il va falloir qu'on travaille pendant encore quelques Bon. petits mois, voire quelques années. Sur lequel il faudra Oui, passer plusieurs couches. Et puis l'idée surtout, c'est de vous tenir informé en temps réel, enfin au moins à mesure que les informations arrivent voilà, sur ce sujet-là, quoi. Donc on a déjà compris ce matin avec la DGFIP qu'il y aura on aurait un gros travail d'inventaire justement des plateformes, des solutions. Donc EBP en fait partie, mais on n'est pas trop inquiet sur ce qu'ils vont proposer. Par contre, il y aura d'autres choses et surtout les entreprises que vous êtes allez être démarchées par des prestataires qui sont sur lesquels il faudra vérifier effectivement le vrai agrément pour le coup. Alors, une info qu'on peut diffuser, je pense que parmi nos participants, il y en a qui étaient là ce matin. Hmm. La DGFiP est en train de mettre en place des logos alors, je ne sais pas si le terme labellisé il est Ouais, c'est ça, approprié, ouais. Hmm. hein, mais pour officialiser les plateformes qui seront officiellement agréées, puisque aujourd'hui, hein, ça avance tranquillement. Mais bon, David peut en témoigner. On a vu quelques plateformes où il y avait déjà clairement mentionné on est bon, on y va, etc. Donc voilà, c'est en cours de mise en place au niveau de la DGFiP et donc c'est aussi
un point important, il va falloir vérifier les plateformes labellisées officiellement, Ouais, agréées oui, là. officiellement avec ces fameux pictos. Même s'il faut, et on est dans le bon timing pour ça, enfin, c'est vous surtout, mais vous avez le temps de préparer, de vérifier et de comparer, de comparer les solutions. Donc faut vraiment prendre ce temps-là et voilà, vous êtes à un an de l'échéance, donc vous avez le temps de vraiment faire les choses et comparer. Ouais. T'avais pas un petit sondage? Eh ben, tiens, il Si arrive. je peux juste compléter par rapport au choix de sa Oui. plateforme, effectivement, il y aura une cinquantaine de PA. Il va y en avoir des très gros, il va y en avoir des tout petits. Il faut savoir une chose, c'est que les PA vont avoir obligation d'archiver, de stocker les données pendant 10 ans. Donc, Hmm, prenez le temps, et je confirme ce que vous dites, il faut prendre le temps d'étudier vers qui on va aller, oui. parce que bah, il y a quand même des choses qui sont en jeu, l'archivage pour le coup. Donc, il ne faut pas aller tout de suite au premier qui vous dit, qui vous montre les plus belles opportunités, quoi. Voilà. On est d'accord. Voilà, donc on vous fait un petit sondage qu'on a déjà fait sur les deux webinaires précédents. Si vous avez besoin d'accompagnement par rapport aux actions de la Chambre, que ce soit lié au numérique ou pas, hein, peu importe, voilà, on lance le petit sondage pour qu'on puisse vous recontacter avec l'équipe de collègues, notamment David et moi, pour essayer de répondre à vos questions si vous en avez, que ce soit lié au numérique ou à d'autres sujets. Hein, n'hésitez pas, on est à votre service pour essayer de vous accompagner au mieux, notamment sur le sujet qu'on a évoqué aujourd'hui. Profite du sondage, et Thierry vient de dire un truc important. L'archivage, ça incombe à la plateforme. Ah oui, je crois bien, hein. Moi, Oui, j'ai animé un séminaire sur la facturation électronique avec la CAPEC, pour ceux qui connaissent, qui, pareil, informent leurs clients. Et effectivement, ils ont bien respécifié à leurs adhérents que les plateformes avaient obligation de stocker pendant 10 ans. Tu Hmm. ça, confirmes, Nicolas? je confirme. Ouais, Ouais, ouais. on est d'accord. Au départ, ça devait être à la charge de la PPF, la plateforme qui devait être développée par l'État. Oui, Et finalement, comme ils ne l'ont pas fait, bah, ça incombe au PA. d'accord, d'accord. Est-ce on comprenait ce matin qu'en fait on pouvait changer de PA Oui, comme ça, machin, mais c'est vrai que ça pose quand même la question de la solidité de la dite PA justement pour la D'accord. ce qu'il faut conservation des penser, c'est données, que, quoi. Ouais, voilà, ce qu'il faut penser, c'est que si on change de PA, bah, faut télécharger toutes les factures qu'on a déjà récupérées ouais, ouais. pour l'archivage, Mhm. parce qu'on n'aura plus accès. Hein. Donc Et s'assurer de l'archivage aussi, du coup. oui. Ouais, carrément. Si elles ont l'agrément, logiquement, c'est fait partie du cahier des Ça charges. fait partie du cahier des charges, voilà, Mhm. Complètement. normalement. Oui, oui. Mais on sait pertinemment, alors je ne sais pas, peut-être qu'on se trompe, aujourd'hui on en a 100 à peu près, hein. Je pense qu'il y aura de la mort Oui, naturelle et que d'ici, Oui, si on se refait le petit webinaire l'année prochaine, peut-être pas l'année prochaine, mais on va dire dans 2 ans, oui, je pense qu'on en aura perdu quelques-unes. ouais, c'est peut-être, clair. ouais, 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 ouais. Bon, on a déjà eu le cas dans d'autres thématiques, on va dire. Mhm. C'est ça, c'est ça. Voilà, David, je ne sais pas si tu as un autre petit point à préciser. Ben non, pas de questions. Je pense qu'on était tout bien. Donc c'est prochaine étape dans allez, trois quarts d'heure avec le meilleur pour la fin avec les experts comptables. Et donc voilà, la facturation électronique, version maintenant du côté des experts comptables. Donc on vous attend à 16 heures si vous êtes dispo, c'est avec plaisir. Voilà. Merci Thierry, Stéphane, Nicolas. Merci à vous. Merci à vous Merci et à vous. pour ces Merci. débats et puis tous les Et puis peut-être participants. parce qu'on a quand même eu quelques demandes de personnes qui malheureusement n'ont pas pu se connecter, n'ont pas pu avoir les infos. Donc peut-être que on en parlera nous avec l'équipe NUM, peut-être qu'on renouvellera Ouais, remettre une couche. Ouais. on remettra peut-être une petite Mm, couche dans les semaines à venir pour continuer à informer et à expliquer cette réforme importante. Pas de souci. Ah, Et s'il y avec a des plaisir. demandes ou Merci des beaucoup. demandes de précision, surtout n'hésitez pas à nous solliciter. Super, merci On fera le beaucoup à relais au Bon tous. besoin. après-midi à tous. Merci. Allez, Au Merci. revoir. merci, à Au bientôt. À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.